Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Taxer les produits sucrés et transformés pour lutter contre la mauvaise alimentation et au passage faire quelques économies. Voici l'une des propositions du projet de loi de sécurité sociale qui fait parler ces derniers temps. On décrypte tout ça en première partie d'émission avec nos invités. Une tournée sur les sujets climatiques pour informer et sensibiliser les jeunes en pleine COP29. On en parle avec notre invité en seconde partie d'émission. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité de l'éducation avec Shirley Adelaide. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ce drame qui a eu lieu hier en Haute-Savoie. 3 enfants ont été retrouvés morts dans leur maison. Leur mère, toujours introuvable, est activement recherchée. C'est dans la commune de Taninges, 3500 habitants, que les corps sans vie de 2 petits-enfants de 2 ans et 11 ans, de petits garçons et une petite fille de 13 ans ont été donc retrouvés hier dans l'après-midi. Des autopsies vont être réalisées, mais pour l'instant, les premiers constats, les corps présentaient des blessures à l'arme blanche. Ils ont été découverts par le père d'un des enfants de cette famille recomposée. La mère, une professeure des écoles âgée de 45 ans et souffrant de troubles dépressifs, demeure introuvable. Elle a laissé une lettre derrière elle avant de disparaître. Hier, de nombreux gendarmes ont été mobilisés pour la localiser. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Et dans la commune, une cellule médico-psychologique a été mise en place pour les proches, mais aussi pour un certain nombre d'habitants qui connaissaient la famille. On écoute Philippe Dair, le président de la Croix-Rouge de Haute-Savoie. Ce sont ces personnes, certes, mais c'est également tout l'entourage, le voisinage. 3 enfants, ça veut dire scolarisation, et il y aura un gros travail également de ce côté-là au niveau éducation nationale, avec en parallèle des équipes spécialisées mises à disposition par l'éducation nationale. Donc, généralement, c'est dans les 48 voire 72 heures ou une semaine en fonction des événements. Et ensuite, l'objectif, c'est de passer le relais à la médecine de ville et aux spécialistes libéraux, aux structures hospitalières. Direction la cour d'assises spéciale de Paris à présent, où l'on entre dans la 2e semaine du procès de l'assassinat de Samuel Paty. Oui, une 2e semaine qui a démarré hier avec le témoignage de l'ex-principal de l'établissement où enseignait Samuel Paty, le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. L'ancienne principale ne s'était jamais exprimée publiquement jusqu'alors, et ce, parce qu'elle voulait réserver sa parole au tribunal, comme elle le dit, à la barre pendant plus de 7 heures. Elle a raconté les 11 jours d'engrenage qui ont abouti à l'assassinat de Samuel Paty, depuis le mensonge d'une élève de 13 ans, l'exploitation de ce mensonge par un militant islamiste, les vidéos qui sont devenues virales, jusqu'au jour du drame, le 16 octobre 2020, quand le professeur d'histoire géo s'est fait décapiter par un terroriste islamiste. Je n'ai pas réussi à le protéger, a regretté l'ancienne principale. Aujourd'hui, ce sont les anciens collègues de Samuel Paty qui ont été entendus, dont un professeur d'histoire, un professeur de lettres et un professeur d'EPS notamment. Dans la suite de ce journal, les enseignants regrettent une réaction tardive de la ministre de l'Éducation Anne Genetet après les propos de Nicolas Sarkozy sur leur temps de travail. Pour le rappel, l'ancien président de la République a affirmé vendredi dernier lors d'une conférence à Saint-Raphaël dans le Var, je cite, « On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale, mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut de professeur des écoles, c'est 24 heures par semaine et 6 mois de l'année. Des professeurs qui ne travaillent que 6 mois par an. Voilà ce qui a provoqué le tollé dans la communauté enseignante. Colère et indignation aussi du côté de certains politiques de gauche et de certains syndicats. Hier, la ministre de l'Éducation Anne Genetet a répondu à ces propos en affirmant son soutien aux enseignants. Elle était sur France Info. Je suis en désaccord avec lui, je ne comprends pas, ses propos m'étonnent. Moi, je vais sur le terrain depuis que je suis en fonction et les enseignants que j'ai rencontrés sont des enseignants, je l'ai dit, engagés, motivés et dont j'ai vu qu'ils ne ménagent pas leurs horaires, pas du tout, loin de là, et que leur volume horaire est très important, qu'il ne faut cesser de se restreindre au temps devant élèves. Il y a bien d'autres choses que font des professeurs pour pouvoir dispenser leur enseignement et je veux les saluer et leur dire toute ma gratitude pour cela. Par ailleurs, souligner, s'agissant du temps devant élèves, que les enseignants en France, en école en premier degré, travaillent 30% de plus que leurs homologues allemands. Voilà, donc je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ces propos et je veux encore une fois soutenir nos professeurs. Soutien intervenu 4 jours après la prise de parole de Nicolas Sarkozy est jugé tardif par Ghislaine David du SNUEPP FSU.
c'est des propos qui ont vraiment choqué, qui ont vraiment atteint les professeurs des écoles. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages ce week-end parce que ça date de vendredi quand même. Et ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux parce que ça atteint vraiment la professionnalité enseignante, les enseignants dans leur métier, dans leur engagement. Elle s'exprime aujourd'hui. On lui pose les questions, mais elle aurait pu s'exprimer aussi quand les propos ont été tenus, parce que ce soutien-là, on en a besoin, cette reconnaissance des enseignants. Si un ministre n'est pas capable de soutenir et de reconnaître l'engagement des enseignants à partir du moment où ils sont attaqués, pour les enseignants, en tout cas, c'est quelque chose qui a été très, très mal vécu. Sur X, le syndicat enseignant déplorait la différence de traitement avec d'autres professions du service public. Quand les policiers sont visés, le ministre de l'Intérieur se positionne tout de suite pour les défendre. Là, les enseignants subissent une attaque en règle par un ancien chef d'État et notre ministre ne dit rien avant d'être interrogé. Autre sujet, réforme. Que penser de la future formule du brevet des collèges? Formule annoncée par la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, hier dans le cadre de cette série de réformes pour l'école. Et nous vous partageons l'avis d'un professeur. Il était interviewé ce matin sur France Culture. Alors le contrôle continu comptera pour 40% de la note finale et l'examen, lui, pour 60% contre 50% actuellement. Plus de poids donc aux épreuves en fin de troisième. Voilà les nouvelles modalités d'évaluation du brevet à partir de juin 2026, selon les annonces récentes de la ministre de l'Éducation Anne Genetet. Pour Laurent Gutiérrez, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre, avec cette réforme, ce sont les élèves les plus faibles, des élèves des collèges les moins favorisés qui vont en payer le prix. Écoutez. Les élèves qui, jusqu'à présent, réussissaient à obtenir leur brevet par un contrôle continu sur l'ensemble des notes qui étaient attribuées, mais aussi des connaissances et des compétences liées au socle commun. Donc il y avait une logique qui était une logique compensatrice à travers différentes validations d'épreuves, et avec cette idée aussi que les compétences étaient transversales et permettaient de faire des compensations d'une discipline à une autre. On ne pourra donc plus autant compenser les notes de l'examen final avec les notes du contrôle continu qui sera en plus fondé sur la moyenne des notes obtenues en troisième. Les professeurs n'évalueront plus les compétences comme c'était le cas. Il n'y a plus que les notes qui comptent. Là aussi, risque de pénalisation des élèves les plus faibles selon Laurent Gutiérrez. Il est fort à parier qu'effectivement on se dirige vers ce type de difficultés. Alors il y a des mesures qui ont été annoncées pour accompagner les élèves en difficulté dans ces établissements, mais sur la question à proprement parler du contrôle continu, dès lors qu'on va en diminuer la part, l'effet note brevet, note sanction si je puis dire, va avoir des conséquences directes sur un certain nombre d'élèves qui ne pourront pas compenser et qui se retrouveront donc en difficulté pour prétendre à aller en seconde générale. Et oui, car l'accès en seconde générale sera désormais conditionné par l'obtention de ce brevet. Cela fait partie de l'arsenal de nouvelles réformes. Le brevet des collèges sera obligatoire en 2027 pour entrer au lycée en voie générale. Mercredi 13 novembre aujourd'hui, une date sombre, une date bien sûr qui nous ramène aux terribles événements qui se sont déroulés il y a 9 ans maintenant. Un lieu de mémoire est en cours de construction pour se souvenir des 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Oui, un jardin mémoriel. Ça fait plusieurs années déjà que la ville de Paris et plusieurs associations se sont penchées sur le dossier. Ce jardin sera situé place Saint-Gervais dans le 4e arrondissement, derrière l'hôtel de ville. Un projet nécessaire pour le président de l'association Life for Paris, Arthur Desnouveaux. Pour les victimes directes, pour tous ceux qui ont survécu, qui ont perdu un proche, évidemment que 9 ans et 10 ans, c'est pas si loin. Ça reste pour nous extrêmement actuel. Et on a d'ailleurs encore tout un tas de projets sur le sujet et les gens ont tendance à l'oublier. Donc pour nous, c'est pas que le temps se soit arrêté à ce moment-là. Il y a évidemment une vie qui a repris, que ce soit contraint et forcé ou volontairement. Mais il y a quand même une permanence de la présence du 13 novembre dans nos vies qui est là. Et donc voilà, nous, on vivra, je pense, toujours avec ça. Le fait d'avoir des lieux comme ça où on sait que des gens passent et où des gens vont lire l'histoire qui sera écrite sur les panneaux, ça va aussi nous permettre de nous décharger de ce poids mémoriel. Les travaux ont débuté en septembre, ouverture de ce jardin prévue en mars 2025 ou avril 2025. On termine ce journal du côté de Strasbourg. Des familles ont trouvé refuge dans un collège et ont pu passer la nuit. Ces familles ont été hébergées par un collectif d'enseignants.
Un collectif qui ne pouvait plus supporter l'idée que ces familles sans domicile fixe dormaient dehors depuis des mois maintenant. Des familles dont les enfants sont scolarisés au collège Lezay-Marnésia de Strasbourg. Hier, 17 personnes ont été mises à l'abri. Céline Ballas fait partie du collectif d'enseignants qui se mobilise. Pour elle, il y avait une solution à portée de main. Alors elle et ses collègues n'ont pas hésité à l'adopter. On a 2 logements de fonction vides au collège. Donc pour nous, c'est une solution qui est extrêmement simple. Ces logements sont vacants, on ouvre les portes, on met les élèves à l'abri d'urgence, le temps qu'ils arrivent à retrouver une situation administrative qui leur permet de gagner de l'argent et de payer un loyer ailleurs. Pour eux, c'est particulièrement difficile, surtout que ce sont des adolescents. Donc il faut qu'ils donnent le change toute la journée et puis le soir, ils rentrent sur leur campement pour passer la nuit sous la tente. Or, la collectivité européenne d'Alsace en charge de la gestion des collèges ne l'entend pas de cette oreille car l'hébergement d'urgence ne relève pas de sa compétence. Elle en appelle à l'État pour trouver des logements à ces familles. Merci Shirley. Taxe sur les sucres transformés, renforcement de la taxe soda, contribution sur les produits à forte teneur en sucre ajouté. Voilà l'un des textes qui fait un pas en avant et 2 pas en arrière depuis quelques jours à l'Assemblée. Bras de fer entre ministre du Budget, ministre de la Santé et ministre de l'Agriculture. Quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle taxe pour les familles et surtout pour la santé des enfants? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Laurence Jacques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et fondatrice de Eco-Extract. Face à vous, Cyril Isaac Sibyl. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur le député, vous êtes député MoDem du Rhône. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Obésité, malbouffe, hypertension, les chiffres en France parlent d'eux-mêmes. 8 millions de personnes souffrent d'obésité ou de surpoids. En 30 ans, le taux d'obésité a non seulement doublé chez les adultes, mais il a été aussi multiplié par 4 chez les 18-25 ans. C'est absolument dramatique. Chaque Français aussi consomme par ailleurs 65 litres de boissons rafraîchissantes sucrées par an, pour ne pas dire de nom de marque qu'on connaît par cœur. Est-ce que c'était inévitable selon vous? Peut-être je vais m'adresser à vous en premier, Cyril Isaac Sibyl. Est-ce que c'était inévitable de proposer une hausse justement de la TVA sur les produits sucrés? Alors, c'est pas forcément une hausse, oui, mais c'est quelque chose on voulait rendre plus efficace cette taxe. Et effectivement, on s'est inspiré d'un modèle anglais. Jusqu'à maintenant, il y avait 14 niveaux. Il y avait 14. C'est un petit peu comme un escalier. Il y avait 14 marches. Et la taxe était différente en fonction de ces 14 marches. En fait, les Anglais nous ont montré qu'en ayant uniquement 3 marches, c'était beaucoup plus efficace dans le sens où ça obligeait les industriels à baisser de manière plus importante le taux de sucre qu'ils mettent dans les boissons. Alors là, vous parlez effectivement de la taxe soda en particulier, parce qu'on parle des taxes sur tous les produits en fait, sucrés qui auraient un taux de sucre beaucoup plus supérieur que celui qui est prévu déjà initialement consacré. C'est bien ça? Voilà, alors on est dans l'étude du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce projet de loi, il y a deux choses. Il y a les recettes et les dépenses. Les dépenses, c'est tout ce qui est les soins et la prévention. Les recettes, c'est les cotisations. C'est un peu de CSG et puis c'est des taxes. Et c'est ce qu'on appelle les taxes comportementales. Moi, mon sujet, moi je suis médecin, je m'occupe beaucoup à tout ce qui est santé publique. Mon sujet, c'est pas forcément de ramener de l'argent à l'État. Pourtant, ça en ramène, on va y venir juste après. Hein. Mais mon sujet, c'est de faire en sorte que, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que ce soit des taxes qui soient intelligentes et qui permettent aux industriels de limiter la quantité de sucre qu'ils mettent dans les aliments, dans le sens où plus ils mettent de sucre, plus ils sont taxés, et donc moins ils vendent leurs produits. Moi, mon but, c'est qu'ils baissent le taux de sucre, et c'est pas forcément qu'ils payent des taxes sur du sucre qu'ils mettraient en plus. Et est-ce que ça va vraiment les faire plier, justement? C'est la question. On va en débattre, évidemment, tous les trois, en tout cas tous les deux, puisque moi, je ne fais que poser les questions, je n'y réponds pas. Laurence Jacques, je suis ravie aussi de vous avoir sur ce plateau. Un petit mot, justement, sur tous ces produits de consommation directe qui touchent et qui impactent aussi les ménages les moins aisés. Parce que c'est quand même ça qu'il faut dire. Tout ce qui est le plus sucré, qui est le plus chargé, c'est aussi ces produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages défavorisés. Tout à fait. Et là, on parlait des sodas. En fait, l'industrie du soda, c'est l'une des industries les plus rentables au monde après le pétrole. Parce qu'en fait, c'est magique. On prend de l'eau, on prend du sucre, un peu d'arôme, et on a un produit vendable. Et en fait, la grosse difficulté
s'il n'y a pas un signal prix, s'il n'y a pas en fait une action du législateur pour augmenter les prix, c'est que ça fait des produits très bon marché qui ont un effet d'accoutumance. En fait, il y a des chercheurs en France qui ont montré que le sucre a un effet addictif supérieur à la cocaïne. Donc, commencer à boire des boissons sucrées, eh ben, ça donne envie de continuer et c'est cette addiction qui se développe pour le goût sucré et qui fait que la population française, et en particulier les enfants, consomment des quantités de sucre bien supérieures aux recommandations de l'OMS. Alors, il y a bien entendu le point de vue économique et politique, mais évidemment, ce que vous venez de dire, le point de vue sécuritaire, en fait, sur l'alimentation, sur le point de vue médical. Vous êtes député, mais vous êtes aussi médecin, vous l'avez rappelé. En quoi, justement, le sucre peut agir sur le diabète et autres maladies graves, s'il vous plaît, docteur, en l'occurrence? Je rebondirai un peu sur ce que vous disiez. C'est que, comme vous dites, Simon, le sucre est addictif. Et le gros problème, c'est que, et c'est ce qu'on constate, c'est que dès le plus jeune âge, les industriels nous rendent les enfants addicts au sucre. Avec les bonbons, par exemple. Alors, les bonbons, c'est assez classique, d'accord? Mais maintenant, c'est pour ça que dans le projet de loi, il y a deux choses. Il y a le problème de la taxe soda, et puis après, il y a aussi tous les sucres que les industriels rajoutent à des plats industriels ultra transformés. Des plats préparés? Est-ce que c'est normal, lorsque vous achetez un petit pot pour bébé, de légumes, est-ce que c'est normal que dans le petit pot de 100 grammes, vous ayez jusqu'à 7 grammes de sucre? Dans un pot de légumes? Dans un petit pot de légumes, les industriels, dès le plus jeune âge, peuvent rajouter, alors je ne dis pas tous, mais vous verrez la composition, certains petits pots de légumes pour nourrissons. De purée de légumes, on est d'accord, on parle de ça. De purée de légumes, on rajoute 7 grammes. D'accord, on ne parle pas du sucre naturel, par exemple, qu'il y aurait dans le maïs, dans le riz ou autre, on est d'accord. C'est du sucre surajouté. Est-ce que c'est normal, lorsque vous achetez une boîte de carottes râpées, la carotte râpée, est-ce que c'est normal que l'industriel rajoute 15 grammes de sucre, 15 grammes de sucre pour 500 grammes? Non. Alors, c'est pour l'exhausteur de goût, pour la dépendance. Quel est le but, effectivement? C'est le côté addictif dont parle, effectivement, Laurence Jacques? Maintenant, on dit que c'est goûtu. Goûtu parce qu'il y a plus de sucre? Goûtu, c'est sucre, sel et gras. Oui. Alors, en fait, c'est lié à la façon dont les industriels élaborent leurs produits. Pour choisir les recettes qui vont plaire aux consommateurs, en fait, les recettes sont testées par des panels de consommateurs. Et les critères, c'est est-ce que le goût plaît et est-ce que le consommateur a envie d'en remanger? Et est-ce qu'il peut en manger beaucoup rapidement? Voilà quels sont les critères. Et donc on est sur le business, on n'est pas du tout sur la sécurité alimentaire, on n'est pas du tout sur la santé. Mais on parle de sociétés qui ont un objectif de profit. Oui. Et donc, l'objectif, c'est de faire des produits qui se vendent. C'est pour ça que l'action du législateur est fondamentale, parce que naturellement, les industriels vont aller vers des recettes qui plaisent au palais, qui donne envie aux consommateurs de revenir et qui se mangent rapidement. Et tout ça concourt, puisque naturellement, en fait, nous sommes programmés pour aimer le sucre. Notre corps, il est le fruit de plusieurs dizaines de millions d'années d'évolution, et dans la nature, il n'y a pas de fruits sucrés qui soient toxiques. Donc, on est programmé pour aimer le sucre, et ça se combine avec cet effet addictif. Et donc, naturellement, les formules vont vers des produits sucrés, avec en plus un facteur, c'est que le sucre est peu cher. Donc, en fait, quand on met du sucre à la place des légumes dans le petit pot de bébé, eh ben, on a des produits moins chers qui vont donc être plus faciles à vendre aux consommateurs. Alors, juste, j'aimerais que vous répondiez à ma question, enfin pas initiale, mais juste celle d'avant. On a compris l'effet addictif, mais quel est l'effet toxique, nocif du sucre, pardon de le rappeler. On va évidemment arriver à ces fameuses taxes et au point de vue, justement, des 3 ministères qui sont en cours sur cette question-là. Mais juste avant ça, redire à quel point c'est toxique. Alors, là, on parle effectivement des sucres rapides. Oui, il y a les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres lents, effectivement, c'est tout ce qui est pâtes, tout ce qui est céréales. Là, on parle des sucres rapides. Et
comme vous dites, effectivement, l'alimentation normale fait effectivement qu'on n'a pas besoin d'absorber des sucres rapides. Lorsqu'on en absorbe trop, effectivement, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? D'abord, il faut qu'il soit digéré, donc ça c'est le problème du pancréas, c'est l'insuline qui régule tout ça. Et puis après, effectivement, quand il y en a trop, ce sucre, il est transformé en gras. Et c'est pour ça effectivement qu'on rejoint l'obésité. Et c'est pour ça que lorsque vous parliez tout à l'heure effectivement de l'obésité, moi je préfère parler de la surcharge pondérale. La surcharge pondérale, elle vient de deux choses. Elle vient, et c'est un petit peu nos modes de vie actuels, et elle vient premièrement de problèmes d'alimentation, d'une alimentation qui est trop sucrée, et de l'autre côté d'un manque d'activité. Ce qui fait qu'après il y a une surcharge pondérale, et la surcharge pondérale est à l'origine de beaucoup de pathologies. On parle de pathologies métaboliques, comme le diabète, mais aussi on peut parler des pathologies cardiovasculaires, oui. On peut parler de certains cancers qui sont aussi induits effectivement par cette surcharge pondérale, cette obésité dont une partie, il ne faut pas tout mettre sur le sucre, hein, mais une partie effectivement c'est le sucre, l'autre, beaucoup c'est l'alimentation et aussi beaucoup c'est l'inactivité physique qui fait qu'avant on marchait et que maintenant on est plus sédentaire. Non, mais c'est important de le rappeler parce que c'est quand même un sujet très important aujourd'hui. On est quand même là en train de voter un budget et de réfléchir à des taxes supplémentaires. Donc il faut aussi comprendre l'importance de ces taxes. Vous le disiez tout à l'heure, ça génère quand même beaucoup d'argent, effectivement, aussi. Cette fameuse taxe soda, elle a généré 456 millions d'euros, bien sûr, de recettes budgétaires en 2022. Donc, on se pose des questions de l'efficacité. C'est-à-dire que, réellement, est-ce que, sur le plan de la santé, ça joue beaucoup, cette première taxe qui avait été faite sur la taxe soda, qui a démarré en 2012 et, je crois, réformée en 2018, ou est-ce que, finalement, ça n'a pas eu un impact fou, si ce n'est les recettes budgétaires? Question. Alors, peut-être Laurence Jacques. Ce qu'on sait, c'est que cette taxe, et c'est pour ça qu'il faut la réformer, elle n'a pas eu un gros impact sur la reformulation au niveau de l'industrie. Et c'est pour ça que, vous l'avez mentionné, hein, l'exemple de la taxe anglaise qui a démarré en 2018, en mars ou avril 2018, et qui a eu un effet beaucoup plus important sur la reformulation. Je crois qu'au démarrage, il y avait 40 ou 50% des boissons sucrées qui étaient au-delà de 50 grammes par litre de sucre. Et quelques années plus tard, en 2019, donc elle avait été mise en place en 2018, mais elle avait été annoncée en 2015, il n'y avait plus que 15% de boissons sucrées qui étaient au-delà de ce seuil. Donc ça veut dire un énorme travail qui a été fait au niveau de l'industrie pour reformuler les boissons et passer en dessous du seuil critique de 50 grammes par litre. Et en fait, c'est ce qu'on cherche à faire. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on dit, reformuler les boissons, on parle de toutes les boissons qui sont importées aussi ? On parle de toutes les boissons pour l'Angleterre qui se retrouvaient, tous les sodas. Même la fameuse marque rouge qui vient des États-Unis, de cola ? Alors, celle-là, je ne sais pas si elle a été reformulée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Coca-Cola, c'est 106 grammes de sucre par litre. Donc, on est bien élevé. C'est ça, on parlait d'un morceau de sucre à l'époque, je me rappelle. Exactement. Donc, je ne sais pas si celle-là a été reformulée, mais globalement, sur l'ensemble des boissons qui étaient sur l'étagère, les rayonnages des supermarchés, il y en a quand même une bonne proportion qui a été reformulée. Et donc, il y a eu une analyse au niveau du gouvernement anglais de l'effet de cette taxe. Et on estime que ça réduit de 8% l'obésité pour les petites filles entre 10 et 11 ans. Donc, un effet significatif. Une réaction peut-être, Cyril Isaac-Sibeli. Ce qu'il faut que vous compreniez, vous parlez d'importation et d'exportation. On ne va pas citer de marque, on va dire les colas, les différentes marques de colas. Ce qu'il faut savoir, c'est en fonction des pays, tous ces colas n'ont pas la même teneur en sucre. Et même nous, au sein de notre propre pays, il faut savoir que ces fameux colas, lorsqu'ils sont vendus dans les territoires ou départements d'outre-mer, ils sont beaucoup plus sucrés. Comment ? Ah bon ? Comment on explique ça ? Parce que c'est surprenant. Dans la métropole, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, il va y avoir des colas différents ? Mais bien sûr. Avec de la même marque. Alors, à vérifier. Mais ce qu'il y a de sûr,
À vérifier. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la taxe, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette taxe. Oui, c'est pour ça que ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que les industriels, plutôt que de payer, vu que maintenant il n'y a plus que 3 seuils, ils ont été obligés. 3 seuils en Angleterre, on entend. 3 seuils, et maintenant la loi, j'espère qu'elle va être votée, mais on va en reparler, ça sera pareil en France. Les industriels vont reformuler ces produits pour baisser le niveau de sucre, et ce qui fait qu'on aura des marques. Les Anglais actuellement boivent des sodas sucrés, cola, qui ont moins de sucre que nous. Nous, bientôt avec cette loi, les colas, et on espère, c'est le but de ça, c'est pas seulement de faire des taxes, mais c'est le but que les industriels reformulent et diminuent le taux de sucre en France. Et puis aussi, bien évidemment, moi j'ai une sensibilité par rapport au département d'outre-mer, où en même temps l'obésité, on sait que l'obésité sévit encore plus. On parlera effectivement, des territoires qui sont défavorisés, dans le sens effectivement, il y a peut-être moins d'éducation, mais ça reviendra là-dessus. Mais il faut absolument que ça touche l'ensemble des territoires français. Alors parlons justement de ce fameux budget et de ce que vous proposez, parce qu'on parle de taxes, c'est encore, même si on comprend davantage grâce à vous ce qu'il en est, on veut comprendre. Il y a à la fois la taxe soda, dont on vient de parler de manière assez prégnante, mais il y a et donc ces fameux paliers que vous proposez, et puis à la fois tous les produits dont on dit effectivement de première nécessité ou pas, qui sont trop sucrés par rapport à une norme, on va les définir. On continue sur la taxe soda pour aller jusqu'au bout du sujet. Les fameux paliers. En Angleterre, vous m'avez parlé de 2 ou 3 paliers? 3 paliers. 3 paliers. Ici, en France, moi j'ai noté 16 paliers, c'est pas ça? Alors, jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Il y a 14 paliers. Alors, quels sont ces paliers, justement? C'est les paliers de taux de sucre, c'est quoi? C'est les paliers de taux de sucre. En fonction du taux de sucre, il y a 14 marches d'escalier. Au gramme près. Et voilà. Et chaque marche est taxée de manière différente. Ce qui fait que l'industriel, comme il y a beaucoup de marches, l'industriel peut faire un effort, mais lorsqu'il fait un effort, il fait l'effort que d'une petite marche. C'est ça. Il va jouer en fait à 1 ou 2 grammes près ou 10 grammes près, et basta, pour pouvoir jouer soi-disant le jeu. En passant à 3 marches, les marches sont plus importantes, ce qui fait que les industriels vont être incités à faire un effort plus important. Bien sûr. Qu'une petite marche. Évidemment. Et donc, du coup, la taxe aussi importante. Est-ce que vraiment, on peut espérer un changement de comportement aussi des consommateurs s'il y a une taxe supplémentaire? C'est ce qu'on espère, parce qu'en fait, c'est le signal prix. La force des sodas, comme je le disais au départ, c'est que ce sont des produits peu chers, agréables au goût et fortement addictifs. Donc, la taxe va rendre les produits les plus sucrés plus chers, proportionnellement par rapport à des produits moins sucrés, et on peut espérer que ça pousse le consommateur vers des produits qui sont moins nocifs, parce que moins chargés en sucre. Et parce que plus cher surtout. Parce qu'en fait, ce qui joue en fait dans le choix d'un consommateur, c'est quoi? C'est le prix dès le départ? La dimension prix est très importante. C'est ce qui a permis de faire bouger les choses clairement en Angleterre. Et c'est l'objectif de revenir sous le niveau de la taxe, de façon à pouvoir baisser le prix de leurs produits, qui a motivé les industriels à reformuler. Aujourd'hui, c'est un luxe, de pouvoir justement s'intéresser à ce qu'il y a, aux ingrédients, à la consommation, à ce que l'on mange ou à ce que l'on boit. Quand on est français, en tout cas, et même partout dans le monde, malheureusement, on essaie de prendre au moins cher, surtout avec l'inflation actuelle. Alors, le moins cher, c'est l'eau du robinet. Et c'est la seule boisson dont on ait vraiment besoin. Notre corps, il est fait pour consommer de l'eau du robinet. Il n'est pas fait pour consommer du soda. Pour aller un petit peu plus loin, je crois qu'il faut expliquer. La taxe, elle n'est pas faite, moi c'est comme ça que je conçois, et c'est ça que ça fonctionnait. La taxe, elle n'est pas faite pour rendre le produit plus cher. Elle est faite pour quoi? Pour pénaliser les industriels? La taxe, elle n'est pas faite. Elle a pas, la cible, c'est pas le consommateur. Pour moi, la taxe, la cible, c'est le producteur. C'est qu'il faut faire comprendre, il faut inciter le producteur en disant, écoutez, si jamais vous faites des produits trop sucrés, ils seront beaucoup plus chers et vous allez moins en vendre. Donc vous avez tout intérêt à baisser le taux de sucre. Comme ça, effectivement, vous aurez moins de taxes, le produit sera moins cher et vous en vendrez plus. Donc pour moi, c'est important. La cible, c'est pas le consommateur. Je dis ça dans le sens où souvent on dit que c'est la double punition.
Souvent, on dit effectivement, c'est vrai que c'était un peu ma réaction suivante, j'avoue. Les publics les plus fragiles, effectivement, quelque part. Et c'est effectivement, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les familles qui boivent, enfin, qui autour de la table, et pas forcément autour d'une table d'ailleurs, ils sont là, effectivement, avec une boisson au cola. À table à midi. Ces familles, effectivement, qui n'ont pas forcément la meilleure éducation à la santé, mais on pourra revenir effectivement par rapport au bon comportement en santé, et c'est celle qu'on voudrait que la taxe pourrait pénaliser. Moi, je ne crois pas ça. Je crois pas ça. Je crois qu'ils auront. J'espère qu'on parlera tout à l'heure effectivement par rapport à une meilleure éducation, un meilleur comportement en santé dès le plus jeune âge. Mais même s'ils ont une bouteille de cola au milieu de la table, eh ben, il faut que ce cola soit moins sucré et pas plus cher. Et donc, pour moi, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait une double peine pour les familles les plus modestes. La cible, c'est le producteur pour qu'il diminue la teneur en sucre de ses produits. Je comprends, mais c'est vrai que le côté réaliste, on a un peu peur, parce que finalement, c'est quand même le consommateur qui va être pénalisé avec des produits. Alors là, on parle des colas. Non, c'est l'expérience anglaise. L'expérience anglaise nous montre que les industriels en Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été la réaction? Ils ont baissé, ils ont reformulé, comme on dit, et ce qui veut dire qu'ils ont baissé la teneur en sucre dans les boissons. Eh bien, on espère qu'ils vont le faire aussi, que ce ne sera pas que les marques bon marché qui vont s'y coller, mais aussi celles qui fonctionnent. Oui, et à la fin, au niveau des enfants des familles anglaises, je parlais donc de la réduction du taux du surpoids, de la surcharge pondérale pour les jeunes filles, mais également un autre facteur qui a été mesuré suite à cette taxe, mise en place de cette taxe soda, c'est réduction des problèmes dentaires, des admissions à l'hôpital pour les jeunes enfants, pour les arrachages de dents. Et c'est aussi pour ça que ça concerne 3 ministères. Hein. Je voudrais juste revenir, parce que je disais en introduction et en sommaire de cette émission quand même, ce sujet est un bras de fer entre 3 ministres. Donc à la fois Laurent Saint-Martin, qui est peut-être pour les économies, Geneviève Darrieussecq aussi à la santé, qui veut justement faire baisser les chiffres, vous dites, de surcharge pondérale et non pas d'obésité, donc je vais vous suivre. En tout cas, des ennuis de santé liés évidemment à cette mauvaise alimentation, cette alimentation trop sucrée, avec trop de teneur en sucre. Et puis Annie Genevard aussi à l'agriculture. Et c'est vrai que ce bras de fer, est-ce qu'on peut dire un tout petit mot sur ce côté politique, juste parce qu'il faudrait vraiment comprendre ce qui se joue aujourd'hui, s'il vous plaît, Cyril Isaac-Sémine. Alors, plusieurs choses. Moi, je suis plutôt satisfait, dans le sens où, dans les lois de finances de la sécurité sociale, a été voté 3 choses. D'abord, le Nutri-Score, rendu obligatoire. Bon, on pourra y revenir. Deuxième chose, la taxe soda. Et troisième chose, la taxe sur les plats ultra transformés. Alors, par rapport à ces 3 mesures que j'ai pu faire adopter, le gouvernement n'est pas forcément synchrone sur tout. Le gouvernement, et quelque part, c'est déjà un premier point, il y a un arbitrage interministériel favorable à la taxe soda. Oui. Donc, je pense que la taxe soda a été votée par l'Assemblée, en tout cas en commission. C'est ce qui se dit en tout cas. Elle va être reprise par le Sénat. Et normalement, le gouvernement va suivre. Donc, on peut imaginer que dans les mois qui arrivent, la taxe soda va être mise en place. Ça, c'est la première chose. Le Nutri-Score ? Le Nutri-Score, c'est plus compliqué, dans le sens où, effectivement, on a adopté, effectivement, son côté obligatoire en commission à l'Assemblée nationale. Le Sénat va sans doute le reprendre. Par contre, effectivement, il y a, et je peux le comprendre, hein, il y a certaines réticences de la part du ministère de l'Agriculture, dans le sens où, pour être pénalisé, des produits du terroir, mais quelque part, ce qu'il faut bien dire... Qui sont naturels. Qui sont naturels, voilà. c'est principe des produits du terroir, des fromages. Ce qu'il faut dire, vous savez, par rapport à la santé, on a 3 leviers. Premier levier, qui pour moi le plus puissant, c'est l'éducation à la santé. Et j'espère qu'on y reviendra. Oui, justement, France Dépêche pour y revenir. On n'aura plus de temps. Le deuxième levier, c'est l'information. Le Nutri-Score, c'est l'information. Oui. Et puis après, le troisième levier, c'est les taxes. Le Nutri-Score, c'est de l'information, mais c'est que de l'information. C'est-à-dire, grosso modo, lorsque vous mangez effectivement des fromages, le Nutri-Score, il est là pour vous dire s'il est que quelque part, vous avez le droit d'en prendre, mais qu'il ne faut pas en abuser. Oui. C'est une information et c'est pas une interdiction. Je l'entends. Et c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture peut avoir des doutes. Troisième chose, sur les produits transformés, voilà. Entre guillemets, c'est la malbouffe.
C'est des produits à lesquels on rajoute des sucres. Et je suis convaincu, je pense pouvoir convaincre le ministère de l'Agriculture de dire que, grosso modo, la malbouffe, même les agriculteurs n'en veulent pas. Et que le fait de rajouter des produits, c'est absolument pas le produit des terroirs. Et donc je pense que pour ce qui est des produits ultra transformés, industriels, auxquels effectivement on rajoute du sucre à notre insu, je pense qu'on pourra avoir un arbitrage favorable dans les mois qui arrivent par rapport à cette mesure. Taxer davantage les produits sucrés pour financer la mise en place d'un fameux chèque de 30 €, c'est ça, dédié à l'achat de fruits et légumes. Est-ce que c'est réaliste ? Pardon, mais est-ce qu'on va passer de produits ultra transformés, du petit plat préparé qu'on met dans le micro-ondes, 30 secondes, over sucré, à se dire, oh chouette, je vais aller acheter des fruits et des légumes? C'est vraiment fondamental. Voilà. Et donc là on en vient à l'éducation, on revient sur l'éducation à la santé, et là-dessus, vous avez travaillé. Comment on explique à des familles qui non seulement n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'ont pas cette éducation, qui n'ont pas le temps de se poser cette éducation et qui en fait ne trouvent pas forcément intérêt à se poser cette question-là, bien que si on leur disait mais oui bien sûr je vous offre chaque semaine un panier de fruits et légumes, seront ravis de l'avoir, mais n'ont pas cette possibilité de vivre de cette manière-là. Comment les inciter à aller vers... Non, c'est pas c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Vous savez, il y a des dictons populaires qui disent qu'il vaut mieux manger une pomme tous les jours, effectivement, préserve la santé. Et bien, effectivement, quelque part, manger une pomme, actuellement, ça revient plus cher que de manger un petit pot de compote de sucre. Ben oui. C'est une réalité. Donc comment fait-on alors ? C'est une réalité. Ouais. Et donc, quand vous dites, premièrement, c'est le coût. Hein, je dis, c'est le principe, c'est la pomme, la belle pomme, fait par nos agriculteurs, coûte plus cher qu'un petit pot de compote. On ne sait pas d'où vient la pomme et on ne sait pas d'où vient le sucre. Les agriculteurs, pardon, mais excusez-moi, mais les agriculteurs sont dans la rue en train de protester. Ils n'arrivent pas à vivre convenablement. De l'autre côté, on est consommateur en face et on se dit c'est trop cher la pomme. À qui profite le crime entre les deux ? Eh ben, il n'y a pas de crime. Le principe, c'est le principe de l'éducation. C'est d'expliquer dès le plus jeune âge à tout le monde que, grosso modo, qu'il vaut mieux manger un bon fruit qu'une compote sucrée. Et donc ça passe par l'éducation dès le plus jeune âge, l'éducation de l'ensemble de la population. C'est ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est ce qu'on appelle aussi les compétences psychosociales. Moi-même, effectivement, donc moi je suis député du Rhône. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a lancé une expérimentation qui s'appelle Alliance, mais effectivement, je pourrais revenir pour vous en parler, bien sûr, avec joie. pour faire en sorte qu'on forme les professeurs aux notions de santé publique et qu'à travers leurs cours, qui donnent les bons comportements en santé à l'ensemble des élèves. Alors ça vaut pour tout. Pourquoi ils expliquent, pourquoi effectivement le matin en arrivant en cours, quel est l'intérêt d'ouvrir la fenêtre ? Grosso modo, c'est par rapport à l'air, c'est quelque part, on sait que la pollution... J'entends. Juste une dernière réaction. Et comment faire, effectivement, c'est l'éducation, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est aussi le rôle des communes, par rapport aux repas, par rapport aux cantines, c'est l'ensemble de cet environnement qu'il faut, effectivement, maintenant, qu'il faut améliorer. Il faut améliorer, exactement. Un dernier petit mot, Laurence Jacques, parce que voilà, Cyril Isaac-Sibyl nous a raconté beaucoup de choses, mais après beaucoup la parole. J'aurais juste un dernier mot de conclusion par rapport à ce sujet des taxes et par rapport à cette fameuse pomme que les agriculteurs sont ravis à la fois de cultiver et de produire et qui arrive à un prix nettement trop cher dans le panier des ménages français. Alors en fait, c'est la façon dont est organisé notre système alimentaire. Notre système alimentaire, en fait, on le décrit souvent comme un sablier. C'est-à-dire, il y a une grande base de producteurs, ce sont les agriculteurs. Il y a une grande base de consommateurs. Et ensuite, il y a un nombre extrêmement réduit de grandes sociétés qui transforment les produits qui proviennent de l'agriculture pour les mettre sur le marché. Là, ils ne les transforment pas, hein. Ils les distribuent. Alors, en l'occurrence, en fait, la pomme, donc il reste une partie de produits qui ne sont pas transformés, mais en fait, tout notre système est fait pour du produit de grand volume qui est transformé. Et l'enjeu, c'est les circuits courts. Et c'est effectivement... Alors, pourquoi est-ce que la pomme, elle est plus chère ? Parce qu'il y a de la perte, parce que si le circuit n'est pas bien organisé, il va y avoir une partie des pommes qui ne vont pas arriver en bon état aux consommateurs. Donc, l'enjeu, c'est vraiment réduire la course et le nombre d'intermédiaires et
avoir des chèques, des aides, de façon à rendre la pomme plus attractive d'un point de vue coût que l'alimentation ultra transformée autour de laquelle notre système est aujourd'hui organisé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau du Grand JT. Laurence Jacques, je rappelle que vous êtes CEO et fondatrice de EcoExtract et également ingénieure. Cyril Isaac Sibylle, merci beaucoup. Vous êtes député Modem du Rhône. C'était très intéressant. Je suis un petit peu frustrée d'arrêter cet échange, mais tant mieux, c'est comme ça que c'est bon, il paraît. Et donc, je serais ravie de vous avoir, et l'un et l'autre d'ailleurs, sur ce plateau une prochaine fois pour parler évidemment de tout ce qu'on vient de dire par rapport à Alliance et autres. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Serge Planton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Serge. Vous êtes responsable scientifique de la tournée du climat et de la biodiversité. Alors, c'est vrai que quand on parle climat, on a tendance à penser tout de suite à réchauffement climatique et peut-être un petit peu moins à biodiversité. C'était aussi l'idée de cette exposition, de cette tournée, de pouvoir enfin réunir les deux éléments essentiels. Oui, effectivement, c'était une idée importante au départ du projet, d'associer les deux sujets. Enfin, évidemment, quand on parle de climat, on parle surtout du changement climatique, évidemment. Et à propos de la biodiversité, on parle surtout aussi de l'érosion de la biodiversité. Mais malgré tout, on a essayé aussi de traiter les sujets pour eux-mêmes également. Le climat, qu'est-ce que c'est? Et puis la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Dans une volonté évidemment pédagogique dans la présentation. Alors ce ne sera peut-être pas aussi complet que l'exposition qu'on va s'apprêter évidemment à aller voir, bien sûr, dans toute la France, je vais le redire après, mais peut-être justement ces deux définitions que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que le climat et qu'est-ce que la biodiversité, pour qu'on puisse avoir une idée complètement intégrée du sujet, très clair. Oui, voilà. Donc justement, l'exposition dont il va être question commence par un petit jeu, un petit quiz, où on essaie de distinguer la différence qu'il y a entre météo et climat. Voilà, on invite les visiteurs, et en particulier les plus jeunes, à répondre à des questions du style « Ma grand-mère disait qu'il neigeait toujours en hiver quand elle était enfant, parfois elle ne pouvait pas aller à l'école à cause de la neige. Est-ce que ça c'est de la météo ou du climat ?» Voilà, donc effectivement, la bonne réponse, c'est que c'est du climat, parce que ça se répète, parce que c'est sur des temps longs. Et donc, on fait cette distinction au début de l'exposition pour dire ensuite, on va parler essentiellement de climat. Et puis la biodiversité, c'est la diversité du vivant. Alors juste peut-être un petit mot justement pour cette partie biodiversité. Je vais dire que le responsable scientifique, c'était Guillaume Lepointre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, et lui-même a tenu à ce qu'on fasse aussi la distinction entre biodiversité et écosystème. Biodiversité, c'est la diversité du vivant, mais les écosystèmes, c'est aussi des interactions entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et leur milieu. Alors comment s'opère cette exposition justement? Parce que je crois qu'elle a déjà un fort succès, plus de 20 000 personnes qui l'ont visitée dans 15 villes, c'est ça je crois, et elle continue de parcourir le territoire. Qu'est-ce qu'on va y retrouver précisément en dehors des définitions que vous venez d'évoquer et j'imagine de nombreuses cartes et photos? Oui, alors il y a trois espaces dans l'exposition. Alors, je parle de l'exposition physique parce qu'elle se décline maintenant en d'autres versions, on en reparlera peut-être. Donc l'exposition qui tourne dans les villes, elle est conçue suivant trois espaces. Un premier où on parle justement de ces notions de base. C'est avec une volonté, comme je le disais, plutôt pédagogique pour les plus jeunes. Et donc on y parle de la variabilité du climat, qu'est-ce que sont les causes principales et les causes naturelles avant tout de variabilité du climat. Et puis la biodiversité aussi, comment est-ce qu'elle évolue en fonction des changements naturels du climat. Et puis dans un deuxième espace, on commence à parler du rôle des humains sur les évolutions les plus récentes évidemment. Et le troisième espace, c'est un espace dans lequel on essaie de se projeter sur des solutions possibles pour faire face à ces défis du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Voilà, c'est ces trois espaces que l'on retrouve au sein de cette exposition. Alors peut-être qu'on peut s'attarder quelques minutes sur le rôle des humains, justement. En ce moment, il y a la COP29 qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. Quel est le rôle déjà des politiques? Est-ce qu'on peut espérer que cette fameuse COP29 amène de nouvelles prises de décisions, résolutions qui auraient un impact assez immédiat sur le climat?
Alors, je ne pense pas que cette COP29 soit véritablement plus axée sur la réduction des émissions, comme l'ont été évidemment la COP21, qui a défini des objectifs et également qui a recensé des engagements des différents pays pour essayer d'atteindre ces objectifs, même si, évidemment, vous le savez sans doute, on n'y est pas encore. Mais cette COP29, ce qu'elle devrait apporter, c'est en particulier des progrès sur la question des dommages, des pertes et dommages, en particulier dans les pays émergents, qu'il puisse y avoir l'alimentation d'un fonds de financement pour les pays émergents de la part des pays les plus industrialisés, et pour essayer de faire face déjà à l'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait que de toute façon le climat va changer et qu'il va falloir s'y adapter. Donc on peut espérer des progrès au moins sur cet aspect-là. Et puis sur l'ensemble des COP, on peut dire quand même que grâce à la COP21 en particulier, et puis les COP qui ont immédiatement suivi, on s'est quand même engagé dans une trajectoire de réduction des émissions, enfin en tout cas au moins à l'échelle de l'Europe. Les États-Unis aussi sont en voie de réduction. Même la Chine, finalement, au premier trimestre de cette année, 2024, pour la première fois, on a constaté une diminution des émissions en Chine. Après, est-ce qu'elle sera durable? On ne le sait pas encore. Mais donc, il y a cet engagement qui a commencé à faire montrer ses effets. Donc, on voit que ces COP ne sont pas complètement inutiles. On n'est plus sur la trajectoire que l'on avait appelée dans une exposition précédente du train du climat qui a précédé cette tournée du climat de biodiversité, qui avait eu lieu celle-là en 2015 dans un train. Juste avant la COP21, on n'est plus sur le scénario qu'on avait identifié comme le scénario du laisser-faire, qui conduisait à un réchauffement de 4 à 5 degrés. On a fait des progrès depuis, on est sur un scénario qui n'est pas le scénario visé, qui n'est pas le scénario d'objectif de la COP21, de réchauffement limité à 2 degrés, 1,5 à 2 degrés. On est sur un scénario intermédiaire à 3 degrés. Il faut encore, évidemment, qu'il y ait d'autres engagements qui soient pris dans les prochaines COP à venir. Est-ce qu'on peut juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Serge Planton, ce qui est assez important, ce fameux degré, peut-être qu'il ne signifierait pas grand-chose pour certains qui ne connaissent pas forcément le sujet. Peut-être que vous pouvez dire un petit mot sur l'impact, justement, de ce degré auquel il faudra accéder, en tout cas diminuer. Oui, parce qu'effectivement, quand on parle de 2 degrés, 3 degrés, ça ne paraît pas grand-chose finalement. Et il s'agit d'une température moyenne, ça on l'explique un petit peu dans l'exposition, on le montre. Et donc il s'agit d'une température moyenne à l'échelle du globe. Et il y a en fait que 3 à 8 degrés d'écart, ça on le dit en particulier, entre la dernière période glaciaire d'il y a 21 000 ans et la période actuelle, qui est une période chaude, une période interglaciaire. Seulement 3 à 8 degrés à l'échelle mondiale de différence, alors qu'il y a 21 000 ans, les calottes étaient beaucoup plus étendues qu'aujourd'hui, s'étendaient jusque sur l'Angleterre, jusque sur l'Écosse actuelle. La Manche était réduite à un fleuve, le niveau des océans était 130 mètres plus bas, voilà, des différences considérables et des paysages de toundra en France. De la France actuelle. Donc c'est un climat très différent pour seulement 3 à 8 degrés de différence. C'est pour ça que déjà 1 degré à l'échelle mondiale, c'est déjà très important, c'est déjà considérable. Et la Terre s'est déjà réchauffée depuis le début du XXe siècle de 1,2 degré. Voilà, donc on sait, et aussi parce que les scientifiques du GIEC ont pu l'analyser et l'ont démontré et l'ont consigné dans un rapport qui est en 2018, on sait que chaque demi-degré compte. Et on voit des impacts très différents qu'on peut anticiper si on se réchauffe à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. On verra un impact bénéfique très évident. Est-ce que aussi c'est le rôle de l'association, enfin en tout cas de cette exposition, de pouvoir relayer la parole des scientifiques du GIEC qui n'est pas forcément toujours écoutée? Oui, ce qu'on a voulu, c'est ça, c'est faire finalement une médiation directe entre des scientifiques et les différents publics, et en particulier le public des scolaires. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des originalités de notre projet, même si s'exprime dans d'autres cercles, bien entendu, c'est scientifique. Mais parmi ceux qui ont participé à la tournée, il y en a une centaine, en fait, au total. Et parmi eux, il y en a qui ont participé aux travaux du GIEC, comme Céline Guivarch, par exemple, qui est une des co-conceptrices de l'exposition. Et puis, il y en a qui ont travaillé également au sein de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qu'on appelle l'IPBES.
donc l'IPBES. Et donc il y a aussi des scientifiques qui étaient présents, qui accompagnaient les visiteurs et les classes. Et donc ce qu'on a voulu effectivement, c'est qu'il n'y ait pas finalement d'intermédiaire, que toutes les questions puissent être posées directement aux scientifiques qui viennent de différents domaines de spécialité. Évidemment, aucun d'entre nous n'est expert sur tous les sujets qui sont traités dans cette exposition. On l'est que sur certains d'entre eux, mais ça a l'avantage finalement de permettre parfois un dialogue plus approfondi sur certaines questions, et puis effectivement aussi parfois de témoigner aussi sur ce qu'est le métier des scientifiques. Alors évidemment, vous parlez de questions tout au long de cette exposition. On est guidé par un scientifique, vous l'avez dit, à qui on peut poser toutes les questions justement et échanger. Donc du coup, ça rend chaque visite absolument unique. C'est aussi une façon de poser des questions peut-être qui sont plus à hauteur d'enfant, comme justement ces inondations, ces désastres que l'on voit aujourd'hui avec des centaines de personnes qui sont victimes de pluies torrentielles, d'eau qui monte, enfin de situations absolument dramatiques qu'on a vécues notamment en France il y a peu de temps. Quelle réponse aussi apporter à cela? Alors, les enfants ne sont pas venus spontanément sur cette question forcément des événements extrêmes. En tout cas, je parle des plus jeunes, puisque en fait, on fait visiter finalement des classes du CM1 jusqu'à la terminale, dans des créneaux qui sont dédiés, avec, comme vous l'avez dit, un accompagnement par des scientifiques pour chacune des classes. Bien, les questions ne viennent pas forcément spontanément sur ces événements dramatiques. Et d'ailleurs, on a essayé d'avoir le souci de ne pas justement entretenir ce sentiment naturel finalement d'éco-anxiété et qui est particulièrement répandu chez les plus jeunes. Donc ce qu'on a cherché plutôt à faire, c'est d'essayer de savoir ce que eux connaissaient un petit peu du sujet et puis éventuellement de corriger lorsqu'ils en avaient une vision peut-être un petit peu trop exagérée, trop négative. Je me souviens d'une question d'un enfant, quand j'avais posé plutôt des questions aux enfants pour leur demander ce que pour eux signifiait le changement climatique, il y en a un qui avait répondu, c'est la mort des animaux. Alors donc évidemment, on a essayé dans ce cas-là, de corriger, parce que ce n'est pas la disparition des animaux dans leur ensemble. Donc parfois, il faut essayer d'éviter justement pour réduire ce sentiment d'éco-anxiété, il peut partir de constats qui sont finalement des constats qui sont exagérés. Donc essayer de corriger et rester sur une vérité qui est la plus proche de ce que les scientifiques connaissent. Alors donc si vous parlez des événements extrêmes, plutôt finalement on a eu à communiquer, mais plutôt finalement avec un public adulte ou avec les plus âgés des élèves, on explique effectivement que le changement climatique s'accompagne d'une intensification des événements extrêmes, mais évidemment, il ne faut pas non plus surattribuer. Tous les événements qui se produisent ne sont pas dus au changement climatique. N'importe quel cyclone n'est pas dû au changement climatique. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est par contre qu'on a des preuves d'une intensification des pluies qui sont associées aux cyclones, qui sont bien liées aux effets des changements climatiques d'origine humaine. Voilà, donc il faut essayer aussi de tenir un discours qui soit le plus juste possible pour éviter un sentiment d'éco-anxiété qui pourrait être finalement assez paralysant, en tout cas si ce sont des idées au départ qui sont assez exagérées de la réalité. Merci beaucoup Serge Planton. Donc une expo entièrement gratuite destinée à la fois au grand public mais aussi aux scolaires, vous l'avez dit. Une exposition par exemple qui est en ce moment que l'on peut retrouver où ? Alors, en ce moment, elle n'est pas visible dans un lieu précis. Elle le sera très prochaine. On revient de Longwy et de Laval. On a été dans ces deux villes-là il y a quelques semaines. On se projette sur 5 villes qui seront visitées au premier semestre 2025. Mais je le disais un petit peu tout à l'heure, par contre, il y a des versions, des déclinaisons de cette exposition visitables par les classes, avec une exposition qu'on dit légère, qui a été visible pendant les Jeux Olympiques dans une fan zone et qui a été visible également dans différents événements à Marseille et elle le sera certainement prochainement à d'autres lieux. Et puis une exposition virtuelle, je termine avec cela, qui est accessible sur notre site internet. Ok, merci beaucoup Serge Planton, responsable scientifique de la tournée du climat et de la biodiversité. Merci d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.
Sarah, qu'est-ce qui vous est arrivé la nuit, je précise bien là aussi, la nuit du 27 juin 2021, vous étiez en plein sommeil? J'étais en plein sommeil, je venais de coucher, enfin je venais pas, j'avais couché tôt dans la soirée mes petits jumeaux qui avaient 22 mois à l'époque. Je m'étais endormie très rapidement après parce que j'étais très fatiguée, ce week-end-là il faisait particulièrement chaud. Et un petit peu avant 3 heures du matin, j'ai été réveillée par une douleur très importante dans la tête et très inhabituelle. Pas ce que je pouvais mettre sur le compte d'une éventuelle migraine. J'ai constaté que la pièce tournait autour de moi. J'ai réveillé le père de mes enfants qui a allumé la lumière. La pièce s'est mise à s'emballer autour de moi. Je me suis levée. J'ai demandé de m'accompagner jusqu'à la salle de bain parce que j'avais la nausée. Et en allant jusqu'à la salle de bain, mes jambes m'ont lâché et je me suis mise à vomir du sang. Je veux bien qu'on commence par celui qui, à vous lire, semble une criante injustice. La géo apparaît aujourd'hui encore comme la mal-aimée des sciences humaines, et ça ne date pas d'hier. Oui, hélas, ça ne date pas d'hier. Si, ça date d'hier, pas d'avant-hier. Avant-hier, les gens ne voyageaient pas, et donc la géographie qu'on leur enseignait à l'école, la plupart n'allaient pas au lycée et à l'université, les faisait rêver. Parce qu'on leur parlait, il n'y avait pas de photos, mais on leur montrait des cartes établis par Vidal de la Blache, et on les faisait rêver. En plus, ils trouvaient à la bibliothèque des lectures amusantes avec des gravures représentant le temple d'Angkor ou des paysages africains ou les chutes du Niagara. Donc ça faisait vraiment, vraiment rêver. Pardon, je vous coupe, mais ça vous faisait d'autant plus rêver que c'est pendant très longtemps, et ça c'est raconté merveilleusement dans la bande dessinée, la discipline des aventuriers. Mais oui, bien sûr, la géographie est partie liée avec l'exploration du monde. Elle est née de l'exploration du monde. Et depuis la haute antiquité, les explorateurs ont constitué la science géographique en décrivant ce qu'ils voyaient, en expliquant, essayant d'expliquer, en tout cas. Et évidemment, à mesure que la science a progressé, on a expliqué de mieux en mieux. Et à partir d'un certain moment, elle a cessé de faire rêver. Et ça, c'est vraiment triste. Ça a commencé, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, parce que les géographes ont été un peu complexés par rapport aux sciences dures. Ils ne faisaient plus rêver. Et ils ont voulu être ultra scientifiques. Comment s'est passé pour vous, Sarah, la prise en charge ? Elle a été compliquée parce que j'ai déjà été obligée de convaincre le père de mes enfants pendant 2 heures. Donc je suis restée 2 heures étalée sur le sol de ma salle de bain en attendant l'intervention des secours. 1 minute passée, c'est 2 millions de neurones perdus. Donc 2 heures, c'est particulièrement long dans ces conditions-là. Il paraît qu'il faut agir, l'idéal c'est d'agir le plus vite possible et avant 6 heures, quoi. Alors, moi j'ai eu une prise en charge plus tardive parce que malheureusement il y a eu un cumul d'événements comme c'est malheureusement souvent le cas. J'ai eu ensuite un médecin régulateur au téléphone qui a évoqué une crise d'angoisse alors que je lui décrivais sentir du sang couler dans ma nuque. Mais je conçois que ce ne soit pas un symptôme classique et que ça les laissait un peu sceptiques. Ensuite, les pompiers sont arrivés. Nous avons fait une erreur, on a appelé les pompiers alors qu'il faut appeler le 15. Voilà. Les pompiers sont arrivés, l'intervention des pompiers a mis un certain temps. J'ai été transférée dans un premier hôpital où j'ai passé une IRM. Et en effet, cette IRM a permis de mettre en lumière le fait que j'étais en train d'avoir un AVC. Seulement, je n'étais pas dans un hôpital qui disposait d'une unité neurovasculaire dont vient de parler le docteur. J'ai donc dû être transférée dans un second hôpital où là, j'ai été opérée. Et donc tout ça a mis des heures et des heures et des heures. La géographie, c'est une des premières sciences, elle est là depuis l'origine. Vous commencez avec Lascaux. L'être humain a toujours voulu cartographier ce qu'il y avait autour de lui, en fait. Ça a commencé par le ciel, en fait. À Lascaux, on découvre maintenant qu'il y a un certain nombre de points qui sont dans les fresques de la cathédrale de la préhistoire correspondent à des étoiles dans le ciel. Donc on a commencé à cartographier le ciel, qui était un moyen de se repérer sur Terre. Et c'est comme ça d'ailleurs que aussi les navigations ont progressé. Dans le Pacifique, par exemple, les Polynésiens ont conquis le Pacifique grâce aux étoiles, à la connaissance du ciel. Donc ça, c'est une des... Puis, dès la préhistoire, il y a des représentations gravées de campements, de villages. Il y a ces fameux rochers gravés qu'on trouve en Italie ou dans la vallée des Merveilles, dans le Mercantour, et qui sont extraordinaires. Ça représente des villages, des cadastres, des champs, des champs. Voilà. Donc on représente l'espace pour mieux le comprendre et mieux le maîtriser. Une discipline qui est très soutenue par les puissants, par le pouvoir, avec parfois des motivations très intéressées.
délimiter un territoire, lever l'impôt, enrichir son pays, faire la guerre, le conquérir, voilà. Et donc en fait la géo, on se rend compte que c'est aussi la discipline des rois, quoi. Oui, alors mon collègue Lacoste avait écrit en 76 un livre, Yves Lacoste, un livre qui a eu un certain retentissement par son titre et par son contenu, qui s'appelait La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, puisque c'est le fondateur de la géopolitique en France, et la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Il ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord la discipline des guerriers, mais si on veut faire la guerre, si on est militaire, on a besoin impérativement de connaissances géographiques. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao.